Rebonjour, Sébastien, pour la quatrième capsule de présentation du programme de CCQ au secondaire. Cette capsule va porter sur enseigner en CCQ, c'est-à-dire plus précisément la posture de la personne enseignante, les séquences d'enseignement-apprentissage et l'évaluation, qui sont trois éléments importants. Alors là, dans cette capsule-là, on va voir les différents éléments qu'on a vus dans les trois premières capsules pour voir comment ça s'intègre ou comment ça peut se faire concrètement dans l'enseignement au quotidien. Allons-y avec la posture de la personne enseignante. Je vous propose des rôles et des implications concrètes que ça peut donner dans la pratique. Alors, le premier rôle qui est marqué dans le programme, c'est vraiment l'accompagnement et la guidance des élèves dans l'étude et la réflexion éthique des différentes réalités culturelles québécoise. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue pédagogique dans notre pratique? Ça veut dire, entre autres, qu'il faut mettre les élèves en action pour qu'ils ou elles expérimentent le dialogue et la pensée critique. Alors là, on les accompagne, on les guide dans cela. Si on veut les accompagner, les guider, il faut qu'ils puissent eux-mêmes le faire. S'ils ne sont pas en train de le faire eux-mêmes, on passe à côté de ce qu'on devrait faire en tant qu'enseignant. Alors, il faut qu'ils soient en action pour être capable de faire ça. Cet accompagnement-là aussi doit placer les élèves dans des situations d'enquête et de recherche sociologique et éthique. Si on veut les guider dans l'étude et la réflexion, cette étude et cette réflexion-là passent nécessairement par de l'enquête et de la recherche qui vont nous permettre à la fois de mettre en place la démarche sociologique et le processus éthique qui va être proposé. Alors, super important d'être dans une enquête-recherche. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'enseignement magistral pour expliquer des notions, pour faire des choses, mais l'idée, c'est que cet enseignement-là devrait servir ensuite pour l'enquête et la recherche pour les élèves, pour qu'ils puissent eux-mêmes être en action dans cette réflexion et dans cette étude-là. Ensuite, c'est important de modéliser les tâches de façon à expliciter les différentes réalisations, les différentes opérations qu'ils ont à faire et que ce soit clair pour eux. Alors, leur donner des exemples, ça l'aide à accompagner et à guider, ça donne un objectif vers quoi s'en aller. Alors, on peut modéliser, accompagner les élèves dans ça. On a entre autres l'évaluation formative qui peut nous aider par rapport à ça. Deuxième rôle que nous avons en tant qu'enseignant, c'est d'être un médiateur, médiatrice culturelle qui va permettre à la fois de réfléchir sur le passé, sur le présent, mais aussi projeter vers le futur les différents éléments de la culture. Qu'est-ce que ça peut impliquer d'un point de vue pédagogique? Bien, ça veut dire qu'il faut vraiment mettre en contact avec la culture québécoise, que ce soit la littérature, la peinture, le théâtre, l'actualité. Il y a plein d'éléments dans la culture auxquels on doit exposer les élèves. Alors, faire un petit bout d'actualité, c'est toujours une bonne idée. Leur présenter une pièce de théâtre, une vidéo, des choses qui sont en lien avec la culture québécoise, mais ça, c'est vraiment leur permettre d'arriver à cette culture-là. C'est aussi de leur permettre d'explorer différents enjeux sociaux reliés à la société, entre autres par les arts. Le théâtre, la musique proposent toujours plein d'enjeux, plein de postures, de positions qui montrent justement des différents enjeux qui sont présents. On a déjà pensé à l'Amérique pleure des Cowboys fringants qui est là toujours pour nous stimuler. Alors c'est la culture qui nous permet de réfléchir sur différents enjeux sociaux. C'est aussi amener les élèves à se positionner sur ces enjeux-là de société pour qu'est-ce qu'eux, ils voudraient par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils veulent garder, qu'est-ce qu'ils veulent changer, où est-ce qu'ils veulent aller. Dans le fond, notre rôle de médiateur, médiatrice culturelle, ça rejoint vraiment ce qu'Hannah Arendt disait dans la crise de la culture. On doit être à la fois transmetteur de la culture, alors présenter la culture comme elle est, mais aussi permettre aux élèves de dépasser cette culture-là pour qu'est-ce qu'ils veulent en faire maintenant de cette culture-là. Alors c'est vraiment notre deuxième rôle que nous avons. Troisième rôle, valoriser la liberté d'expression en respectant les cadres et les principes de la charte et de la vie démocratique du Québec. Ça veut dire encourager les élèves à s'exprimer. Alors, il faut trouver des moyens pour que les élèves puissent donner leur point de vue, communiquer ensemble. Accueillir avec bienveillance tous les points de vue et assurer un climat de sécurité pour le partage des différents points de vue, pour s'assurer que chacun se sente bien de le faire, se sente accueilli dans ce qu'il va faire. Ça veut aussi dire examiner tous les points de vue. Il n'y a pas un point de vue
a priori qui est meilleur qu'un autre. Donc, il faut prendre la peine d'évaluer chacun de ces points de vue-là pour voir qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas, en quoi ça peut être intéressant ou en quoi ça peut être problématique, ce point de vue. Alors, chacun des points de vue. Ça demande vraiment, entre autres, de réfléchir, nous, sur nos billets de confirmation parce que on va avoir tendance à questionner davantage ou à remettre davantage en question les points de vue avec lesquels on n'est pas d'accord et moins le faire avec ceux qu'on est d'accord ou qui correspondent avec notre point de vue à nous. Alors, c'est important d'examiner tous les points de vue et de passer par-dessus ce biais-là. Et enfin, de garder les visées du programme comme balise, comme repère. Si un point de vue, si un propos dit en classe ne respecte pas les finalités du programme, c'est-à-dire l'exercice de la citoyenneté, reconnaissance de soi et de l'autre et poursuite du bien commun, ben, on ne peut pas accepter ça. Au même titre qu'on ne peut pas accepter des propos qui vont à l'encontre de la Charte des droits et libertés de la personne. Prochain rôle, c'est prévention contre l'endoctrinement et la censure. Pour ça, c'est important d'explorer une diversité d'idées. Souvent, les jeunes vont avoir plusieurs idées qui vont proposer, plusieurs points de vue, mais c'est quand même notre responsabilité de fouiller et d'en apporter d'autres pour proposer différentes idées à explorer. Important aussi d'expliciter les limites, les erreurs et les biais plutôt que d'interdire des propos. Je disais tantôt qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Si les propos sont inacceptables, ben c'est parce qu'il faut dire quel est le problème dans ça, quelles sont les limites, les erreurs ou les biais par rapport à ça. Alors c'est important plutôt que de juste interdire, mais d'expliciter si ce n'est pas fait, si les élèves ne sont pas capables de le faire eux-mêmes, qu'est-ce qui cause problème avec les différents propos. Important, c'est de s'abstenir de donner son point de vue, même si on veut le faire pour faire avancer la réflexion, faire avancer l'examen. Le fait qu'on est en position d'autorité souvent peut couper l'envie ou le désir de partager leur point de vue, d'avoir leur propre point de vue. Et parfois, ça peut aussi être considéré comme une vérité alors que notre point de vue sur une thématique reste quand même un point de vue et non une vérité. Enfin, dernier rôle, avoir une humilité, une distance critique à l'égard de ses propres valeurs, croyances, conceptions du monde. C'est un peu comme je disais tantôt, nos biais de confirmation, il faut les connaître, il faut les comprendre, il faut savoir ce que c'est. Alors, importance de réfléchir à l'avance aux différentes situations présentées en classe pour être capable de dépasser ces éléments-là. Est-ce qu'on va toujours être capable? Pas toujours, mais au moins le fait d'avoir réfléchi un peu évite certains pièges qu'on peut avoir et on peut revenir ensuite sur les pièges qu'on a connus. Voilà pour la posture de la personne enseignante. Pour ce qui est de la séquence enseignement-apprentissage, important de comprendre que les séquences peuvent vraiment être multiples et variables en fonction de différentes données, différentes variables qui vont influencer la mise en place du programme. Alors, ça, on va le voir entre autres dans le matériel qui va être proposé par les maisons d'édition, qui ont été faites par des collègues, et ainsi de suite. Il va toujours avoir des présentations qui vont être différentes pour favoriser l'enseignement et l'apprentissage, que ce soit dans le matériel qui est proposé par une maison d'édition ou autre qu'on peut avoir. Mais malgré tout ça, il va quand même avoir des principes communs, des principes qu'il faut garder en tête pour mettre en place ou appliquer une séquence d'enseignement-apprentissage. Entre autres, il faut être capable de bien établir les cibles d'apprentissage. Alors, quelles sont les cibles que nous voulons travailler spécifiquement et d'être capable de concrétiser à travers une thématique, une réalité culturelle qu'ils vont avoir. Il faut être capable de systématiser les apprentissages dans des tâches aussi qui vont être réalisées. On dit qu'il faut mettre en action les élèves. Alors, il faut systématiser cette action-là. De quelle façon on va faire pour les mettre en action? Il faut penser à tout ça. Et, bien entendu, il y a l'évaluation qui est incontournable par rapport à tout ça. On va prendre chacun de ces éléments-là, chacun de ces principes-là pour les décortiquer un peu, puis voir comment ça peut se faire dans le concret. Alors, principe commun des différentes séquences. Alors, premier élément qu'on disait, établir les cibles d'apprentissage. Cibles d'apprentissage, on va avoir différents types de cibles. Première cible qu'on va voir, c'est des cibles thématiques liées aux réalités culturelles. Alors, ça va être important d'être capable de voir, OK, qu'est-ce qu'on veut cibler comme thématique qui colle au programme puis qui correspond à ce qu'on va faire. Et, bien entendu, il faut être capable de concrétiser cette thématique-là, cette réalité culturelle-là. On a vu dans la vidéo sur la capsule sur les contenus qu'il n'y a pas d'éléments qui sont prescrits tant qu'aux thématiques directes qu'on va travailler. On a des grandes lignes, mais il faut choisir, nous, quelle thématique concrète on va prendre pour faire ça.
Concrètement, comment ça se manifeste? Entre autres, allons-y pour établir justement quelle thématique on veut travailler. Alors, si on reprend l'exemple que j'ai commencé à donner dans les autres vidéos, on pourrait travailler les groupes sociaux et rapports de pouvoir et l'égalité et inclusion. Alors, ce qu'on veut travailler, ça c'est un exemple à secondaire 5, on travaille les groupes sociaux, rapports de pouvoir, on veut travailler sur l'égalité, inclusion sociale. Et plus précisément, sur quoi on veut travailler? On veut travailler sur des politiques publiques égalitaires. OK, on veut travailler ça maintenant. Concrètement, sur quoi on va travailler? Ben, on va travailler probablement sur ce qu'on a donné comme exemple, une politique d'inclusion de discrimination positive pour les études postsecondaires. Alors, on a parlé dans les autres vidéos, ben, pourquoi il y a plus de gars que de filles qui sont à l'école, et ainsi de suite. Alors, déjà des éléments qui peuvent nous amener à réfléchir. Là, je le présente comme si c'était une séquence. On détermine en premier le thème, mais des fois, c'est l'inverse. Des fois, on peut avoir l'idée de ce qu'on veut travailler en premier et ensuite, il faut le rattacher au thème et à la réalité culturelle qu'on veut aborder. Alors, important des fois de s'assurer qu'on touche tout et de vérifier qu'on touche tous les éléments pendant l'année. Alors, concrètement, comment ça va se passer? On va le voir dans dans le deuxième principe quand on va systématiser. Deuxième élément qu'il faut regarder dans les cibles qu'on va avoir, c'est cibler les éléments qui sont liés aux compétences. Alors, on a le fond, alors le contenu avec les thèmes, mais la forme qui est importante aussi, quelle forme on veut voir dans notre examen et dans notre réflexion. Alors, pour ça, il faut voir est-ce qu'on prend la compétence en totalité, est-ce qu'on prend des composantes, est-ce qu'on prend des opérations ou des contenus qu'on veut aborder. Alors, c'est important de déterminer ces différents éléments-là. Alors, si on y va tout de suite avec, par exemple, la C1, étudier des réalités culturelles, qu'est-ce que je veux cibler dans ma réflexion et dans mon examen sur les politiques d'inclusion et de discrimination. Alors moi, ce que j'aimerais faire, ben, c'est pour la C1, analyser les réalités sociales, caractériser les relations et formuler des constats. C'est vraiment ce que je veux faire. Et exposer une compréhension enrichie, intégrer différentes perspectives. Alors, j'ai marqué ma composante et l'opération que je veux faire en lien avec ça, je les ai identifiés. J'aurais pu mettre aussi des contenus pour aller plus loin. Par exemple, si j'avais eu des billets que je veux travailler, j'aurais pu identifier des billets aussi que je veux travailler, mais ici, ce n'est pas les éléments que je veux systématiser. Alors, l'idée de systématiser, on va le voir un peu plus tard. Là, ce que je veux voir, c'est vraiment ces éléments-là. Important d'établir ces cibles-là parce que c'est à partir de ça qu'on va déterminer le reste. Est-ce que ça veut dire que le reste, on ne le fera pas? Non, pas nécessairement, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est ça qu'on va faire travailler aux élèves, c'est ces cibles-là qu'on va faire travailler. Ça implique, comme je ne suis pas dans circonscrire l'objet d'étude, si ce n'est pas les élèves qui vont le faire, c'est probablement moi qui va le faire pour les élèves. Ça veut dire que c'est moi qui va leur proposer des données à analyser. Si on n'est pas dans l'évaluation des savoirs, ben c'est moi qui va l'avoir fait ou qui va leur présenter cette partie-là pour être capable de le faire adéquatement. Alors, on peut sauver du temps, on n'est pas obligé de faire toujours toute la compétence, surtout quand on ne voit pas nos élèves souvent. Faire toute la compétence à chaque fois systématiquement, ça peut finir par demander beaucoup de temps. Même principe, si on le fait pour réfléchir sur des questions éthiques, qu'est-ce qu'on va cibler? Ben, c'est dégager la dimension éthique comme opération, relever les tensions en présence, et on veut élaborer un point de vue, plus particulièrement évaluer les effets. Ça, c'est l'opération qu'on veut que les élèves soient capables de faire. Alors là, je viens de cibler mes éléments d'apprentissage. Alors, j'ai à la fois le contenu, alors les thèmes, les réalités sociales, et le contenant, la forme que ça va prendre avec les compétences et les opérations que je vais travailler. Comme j'ai présenté dans l'autre vidéo, j'aurais pu travailler juste la socio si je veux ou juste l'éthique, mais ici, je trouve que ça s'applique bien et ce serait intéressant de faire les deux en même temps. En continuant avec ça, après les sites d'apprentissage qu'on a établir, il faut être capable de systématiser l'apprentissage des tâches qu'on va avoir à faire. Alors, comment ça se manifeste, la systématisation? Par trois phases. Il y a différentes façons de concevoir. Là, on est dans une approche vraiment cognitivo-sociale, comme ça, avec une phase d'activation, d'exploration, d'intégration et d'autres façons d'expliquer. Mais ça, je trouve ça facile à comprendre pour bien appliquer le programme. Alors, si on regarde chacune de ces phases-là, la phase d'activation consiste à quoi? Bien, de donner un contexte initial avec un élément déclencheur, de susciter la motivation, l'activation des connaissances antérieures des jeunes, mais aussi l'appropriation commune
pour être capable de dialoguer, de réfléchir, entre autres pour les concepts, des connaissances liées au thème, au sujet ou aux compétences. Et aussi, ça permet d'élaborer un point de vue initial. Concrètement, avec le thème qu'on a, qu'est-ce que ça peut vouloir dire comme phase d'activation? Ben, moi, je proposerais une situation, une étude de cas qui serait le suivant. Le gouvernement du Québec songe à mettre en place une politique d'inclusion ou de discrimination positive pour assurer l'égalité de représentativité des genres dans les différents programmes d'études postsecondaires, cégep et universitaires. On constate qu'il y a une différence entre les garçons et les filles dans la fréquentation secondaire selon différents programmes. Il en résulte qu'un programme doit avoir minimalement 40% des personnes étudiantes de chaque genre et un minimum de 5 autres, c'est-à-dire des non-binaires, non-genrés ou dont le genre est non déclaré. Avant de mettre en place cette politique, le ministère de l'Éducation lance une vaste consultation dont auprès des élèves de 5e secondaire afin de prendre une décision finale. Vous êtes donc conviés à prendre part à ce débat. Alors l'intérêt ici de cette mise en situation-là, c'est qu'on va vraiment chercher l'intérêt des jeunes parce que c'est proche d'eux, ce contexte proche d'eux. C'est l'année prochaine qu'ils s'en vont au secondaire, au cégep. Ça pourrait les concerner. C'est des choses qui peuvent être faites. C'est des choses qui peuvent aussi être réelles parce qu'on voit que même si ce n'est pas le cas pour vrai, on voit que le gouvernement tend de plus en plus à demander une parité dans tout ce qui a rapport avec le gouvernement. On voit entre autres dans les cabinets des ministres qu'il doit y avoir une parité dans les politiques d'emploi au gouvernement. Alors, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être plausible quand même, qui pourrait être réaliste. Alors, comment on fait cette phase d'activation-là après avoir fait la mise en situation de la politique d'inclusion, la présenter aux élèves? C'est de faire un dialogue. Alors, un dialogue philo où on met les jeunes en discussion. Le rôle de l'enseignant ici, c'est vraiment de questionner, n'amène pas de point de vue, questionne pour qu'on soit capable de bien comprendre les concepts qui sont importants, d'avoir une compréhension initiale de la problématique, à faire ressortir la problématique par des questions, mais aussi pour qu'on puisse avoir un premier partage de points de vue où chacun peut avoir une première idée de ce qu'il veut faire. Alors, c'est la phase d'activation. Si on passe maintenant à la phase d'exploration. La phase d'exploration, c'est pour permettre d'approfondir davantage la thématique, explorer différentes pistes pour le dialogue et la réflexion et l'examen, et mobiliser différents cibles d'apprentissage, mais de façon plus spécifique dans des activités, dans des tâches qu'on va demander aux élèves. Alors, comment ça peut faire? Première chose qu'on peut demander de faire, c'est en équipe. On crée des comités d'experts, des îlots de rationalité, une table ronde, peu importe comment on l'appelle, où les élèves vont avoir des documents fournis par l'enseignant, des tableaux statistiques, des articles, des études, des entretiens qui vont porter sur justement la fréquentation, l'acceptation, la diplomation des élèves, des étudiants, postsecondaires. Et les élèves ont à analyser les différentes données qu'ils vont avoir. Ça va être des données à la fois primaires et des données secondaires. Alors, ils ont à les examiner pour être capables d'élaborer des constats à partir de ça et de voir en quoi ça concerne l'éthique. Alors, pour ça, on leur fournit une feuille dans laquelle chaque document est identifié où ils peuvent faire des constats et ils peuvent identifier en quoi ça concerne l'éthique, ce constat-là. Une fois que ça c'est fait, on peut ensuite revenir en plénière où chaque équipe présente les constats et on fait une exploration supplémentaire des différentes pistes à leur réaction des autres sur les constats qui ont été faits parce que les élèves n'ont pas tous les mêmes documents. Moi, je propose d'avoir 2 équipes qui ont les mêmes documents, mais d'autres équipes qui n'ont pas ces documents-là, c'est les forces à prendre des notes sur d'autres documents. Alors, dans la feuille de constat, ils pourraient avoir toutes les choses où ils peuvent prendre des notes, des commentaires des autres. Alors, ce serait la première façon de systématiser. Alors, en équipe, on leur demande de travailler les données. Alors, des données qu'on leur a données, mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vraiment travailler directement sur les cibles d'apprentissage qu'on a trouvés, c'est-à-dire de faire des constats et de dégager la dimension éthique d'un document pour être capable de le faire. Alors, c'est ça qu'on va systématiser dans ce qu'ils vont avoir à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour les amener à systématiser? On va demander une autre tâche où ils vont être capables d'intégrer ces éléments-là après le dialogue philo,
après avoir travaillé sur des données, après avoir partagé et enrichi notre compréhension de ces données-là, ben, on peut arriver à une tâche finale. Alors, la phase d'intégration qui va permettre à chacun de démontrer ses apprentissages, d'assurer un retour sur le processus dialogique de recherche et de réflexion qu'on a fait. Alors, dans la production finale, qu'est-ce qu'on peut leur demander? Ben, on leur demanderait d'élaborer des recommandations pour le ministère en fonction de leur interprétation de la discussion initiale et des éléments qu'ils ont fait. Alors, élaboration de 2 recommandations et dans ces recommandations-là, ils doivent intégrer différentes perspectives qui ont été abordées au cours du projet et ils doivent identifier des repères pour appuyer ces idées-là. Alors, quels sont les repères qui leur permettent de faire ça? Alors, qu'est-ce qu'ils vont chercher dans les différentes perspectives pour faire ça afin d'évaluer quels sont les effets sur des recommandations qu'on va faire à la fois sur soi, sur les autres et sur la société. Alors là, on voit très bien que on est directement dans les cibles d'apprentissage qu'on s'est données. Alors, notre production finale va généralement être en lien avec les cibles d'apprentissage qu'on va avoir. Ça nous amène au dernier principe d'évaluer. Alors, évaluer, on peut avoir une évaluation formative, une évaluation sommative. L'évaluation formative va vraiment servir à la régulation de ce que les élèves vont faire. Alors, on va faire des rétroactions du renforcement constant, constant, et soutenu en lien avec les cibles d'apprentissage ou les éléments du programme. Alors, ces rétroactions-là et ce renforcement-là, on en fait régulièrement, on en fait de façon soutenue, à la fois pour les cibles qu'on a et les éléments du programme. Il faut faire attention par contre de ne pas en donner trop, ça surcharge cognitivement les élèves. Alors on cible certains éléments qu'on veut vraiment faire. Ça, on peut le faire de façon verbale, écrite, il y a différentes façons de le faire. L'idée, c'est de le faire de façon soutenue et constante. Qu'est-ce que ça va permettre? Bien, ça va permettre, entre autres, à l'élève de faire de la métacognition pendant les dialogues ou les plénières. Par exemple, dans la discussion, dialogue philo, bien, on leur pose des questions qui leur permettent à réfléchir sur ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut aussi les amener à favoriser l'autocritique, à la fois pour les équipes que pour les individus pendant les tâches. Entre autres, ce qu'on peut faire pour favoriser la rétroaction, on peut leur mettre une liste à cocher de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Ça les aide justement à voir qu'est-ce qui doit être fait, sont capables de s'auto-réguler de cette façon-là. Alors, évaluation formative ultra importante. Évaluation sommative, quant à elle, a aussi son importance. On sait qu'on a l'obligation d'évaluer pour mettre une note aussi, alors pour faire une sanction. Alors, l'évaluation sommative permet de sanctionner l'atteinte ou non d'une compétence ou des éléments d'une compétence. Alors, cette évaluation-là va permettre de qualifier ponctuellement l'atteinte ou non des cibles d'apprentissage qu'on a eu. Est-ce que oui, c'est fait? Non, c'est pas fait. Est-ce que c'est fait pensablement, adéquatement? Est-ce qu'il dépasse les exigences qu'on a? Alors, c'est important de le faire pour, à la fois, nous être capable de qualifier, mais aussi pour que l'élève sache où est-ce qu'il se situe par rapport à tout ça. Important de présenter l'évaluation préalablement à faire l'évaluation. Pourquoi? Ben, un peu comme dans l'évaluation formative, ils ont besoin de repères, de guides pour être capables de s'auto-réguler dans la réalisation. Alors, on présente systématiquement, généralement, l'évaluation sommative. Et cette présentation-là va être faite souvent dans une grille critériée qu'on va avoir qui va systématiser justement l'évaluation. Si on prend un exemple avec ce qu'on est en train de préparer sur les politiques d'intégration et d'inclusion ou de discrimination positive. Exemple de grille qu'on pourrait avoir qui va cibler directement les cibles d'apprentissage. On avait intégré des perspectives dans des recommandations. Alors là, on voit que dans la grille qui est présentée pour la C1, on a une gradation qui peut correspondre à juste des descriptifs qui peut avoir aussi des lettres, des cotes ou des notes, des chiffres si vous voulez, dépendamment de ça avec quoi vous êtes à l'aise. Souvent, on va mettre dans les éléments, dans la grille, pas souvent, toujours, il faut mettre des éléments observables. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'on observe dans ce qui est fait? Ben alors, il faut être capable de l'observer. Alors, il y a certaines choses qui sont difficiles à observer et il faut s'assurer que ce soit possible. Alors, l'intégration des perspectives, ça, on est capable de le faire. Est-ce qu'il a pris des perspectives qui ont été abordées dans les cours? On est capable de voir ça. Et on voit que dans l'échelle, on va avoir des commentaires qui vont, en fait, dans l'échelle, il va y avoir des éléments qui vont être à la fois quantitatifs et qualitatifs. Alors,
intègre peu ou pas, là on a un quantitatif. Si on continue, intègre une perspective de façon plus ou moins pertinente, alors on a du quantitatif et du qualitatif, intègre clairement, alors là on a encore une progression dans le qualitatif, mais on garde le même quantitatif, intègre clairement, alors là on est rendu avec clairement, mais plusieurs perspectives. Là, on aurait même pu le détailler davantage, 2, 3, 4, dépendamment de ce que vous voulez faire. Et plus on avance, plus ça avance. L'idée, c'est d'aller vers le plus possible une réflexion critique, comme ça fait partie de notre programme. On essaie d'atteindre ces éléments-là dans la réflexion critique le plus possible. Même principe pour le deuxième. Est-ce qu'il est capable Est-ce que l'élève est capable d'évaluer les effets? Alors, c'est quelque chose qu'on peut voir. Est-ce qu'il a évalué les effets? C'est quelque chose d'observable. Et même principe, on a des éléments à la fois qualitatifs et quantitatifs. Pour approfondir un peu plus sur la réflexion sur l'évaluation, juste quelques éléments. Là, il y aurait beaucoup à dire sur l'évaluation. Je sais que je garoche ça rapidement, mais des choses à garder en tête. C'est important d'avoir un équilibre entre l'évaluation formative et sommative. Alors, ce n'est pas tout qui doit servir à sanctionner. Il y a des éléments qui sont là pour développer. Alors, super important de faire les deux. Il ne faut pas juste être dans le sommatif. Important aussi d'avoir une quantité, une diversité de traces. Les traces, ce sont les éléments sur lesquels on va appuyer notre jugement professionnel pour être capable de rendre un verdict à la fin sur l'atteinte ou non d'une compétence. Alors, ces traces-là vont confirmer notre jugement professionnel. Important d'avoir des traces suffisamment pour essayer de couvrir l'ensemble de la compétence ou des compétences et une diversité, pas toujours le même type de traces pour être capable d'aller chercher les forces de chacun. Alors, des fois, ça peut être un enregistrement audio, ça peut être quelque chose d'écrit, ça peut être un schéma, ça peut être différentes traces qu'on va aller chercher pour être capable de justifier ce qu'on va avoir comme jugement. Dans l'évaluation aussi, dans une compétence, c'est un ensemble de savoir, savoir-faire, savoir-être qui sont mobilisés dans une tâche complexe. Alors, il y a une place pour les connaissances qui est importante dans les connaissances. Il peut y avoir un enseignement magistral qui peut être fait. Il peut aussi avoir une évaluation qui est faite des connaissances pour être capable de le faire. Par contre, l'évaluation ne peut pas porter seulement sur les connaissances. Selon le ministère, c'est maximum 20% de l'évaluation de la place des connaissances qui peut être mis dans l'évaluation sommative. Alors, c'est important de respecter ça aussi, mais de vraiment travailler plus sur la compétence que la connaissance. Enfin, il y a les sites d'apprentissage et les éléments observables, j'en ai parlé un petit peu. Important de les identifier, de couvrir l'ensemble de ces éléments-là. Alors, dans la situation que je vous ai présentée, on en travaillait 2 composantes pour chacune des compétences. Bien, il faut s'assurer dans la situation suivante de travailler les autres pour que tout soit travaillé adéquatement pendant l'année. Ça, c'est à vous de le déterminer dans votre planification globale. Auto-évaluation, évaluation par les pairs il y a une faute ici, et co-évaluation. Dans les moyens d'évaluation, on peut aussi faire de la place pour l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs et la co-évaluation qui diversifie aussi, mais qui peut amener aussi une dimension intéressante de métacognition, d'autorégulation dans le processus d'apprentissage des élèves. Enfin, les grilles, on en a parlé. Je vous ai présenté un type de grille, mais il peut y avoir plein de types de grilles. Là, je vous laisse explorer les différentes grilles que vous pouvez avoir. Il y a plein de ressources qui sont présentées sur ça, sur différentes plateformes ou par différentes compagnies, différentes maisons d'édition. Cumulation de notes versus jugement professionnel, il faut faire attention, on est vraiment dans une compétence ici, on a tendance parfois à accumuler des notes 7 sur 10, 8 sur 10, 6 sur 10, puis faire une note à la fin. C'est pas une représentation qui est juste de la compétence, on devrait davantage y aller sur un jugement professionnel. Les notes, si vous en mettez, doivent être là comme indice pour être capable de faire votre jugement professionnel comme référence, mais ce n'est pas la finalité, les notes, pour être capable de faire votre jugement professionnel. Ce qui nous amène au bulletin. Le bulletin doit trois étapes pour le bulletin. Important pour chaque bulletin. Pas pour chaque bulletin. Il faut que chaque compétence soit évaluée et notée au bulletin au moins 2 fois dans l'année. Ça veut dire que vous pourriez travailler éthique à la première, mettre une note en éthique à la première étape,
pas en sociaux, une note en sociaux à la deuxième étape, pas en éthique, et mettre une note pour les deux à la troisième étape. Ça, c'est possible, mais il faut que chaque compétence soit évaluée minimalement 2 fois sur le bulletin pendant l'année. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, assurément. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce que je vous ai présenté dans la séquence d'enseignement-apprentissage, les exemples que je vous ai donnés à partir des politiques d'inclusion sur l'étude postsecondaire, j'ai créé une SAE sur ça que vous pourrez consulter pour voir plus spécifiquement, pour approfondir les éléments que j'ai dit pour aller plus loin. Sur ça, merci et bonne année scolaire!